Bonjour Michèle Aouron. Bonjour. Bienvenue dans le média Aloha News. Vous êtes journaliste. Vous êtes notamment passé par la BBC, la Reuters ou le Financial Times. Vous avez sorti un livre qui s'appelle Rwanda, assassin sans frontières, une enquête sur le régime Kagame. La première question que je vais vous poser, vous étiez là pendant le génocide au Rwanda en tant que journaliste. J'ai vu dans une interview que vous avez dit que finalement vous avez émis certains articles, certaines visions sur ce conflit, et avec le recul, vous avez vu que vous avez raté quelques éléments. Moi, j'étais journaliste pour l'agence Reuters. J'étais basée à Kinshasa. Moi, j'avais aucune expérience sur le Rwanda, le pays voisin, et je pensais jamais devoir aller là-bas. C'était pas dans mon terrain journalistique. L'avion du président Habyarimana a été abattu. Le président est mort avec son homologue, son collègue burundais. Et il y a eu le génocide qui s'est déclenché. L'agence Reuters m'a demandé d'entrer là-bas en juillet avec Opération Turquoise, parce qu'il y avait l'armée française qui allait essayer d'arrêter un peu la violence là-bas au Rwanda. Et je suis entrée avec eux et j'ai vu, c'était très clair qu'il y avait eu des massacres. On voyait les taches de sang, on voyait les corps un peu partout. On voyait qu'il y avait eu tout un épisode atroce dans l'histoire de ce petit pays. Et à cette époque-là, j'étais très impressionnée par le FPR parce qu'on les rencontrait à un certain moment. On a commencé à rencontrer ces messieurs, les rebelles qui avaient envahi le pays en 90. Et il y avait une guerre civile entre eux et l'armée de Habyarimana. Et quand ils sont arrivés à Kigali, et ils ont pris le pouvoir en juillet, ils parlaient de réconciliation ethnique, d'arrêter les massacres, et ils étaient présentés par les diplomates, aux journalistes comme moi, comme les gens qui vont arrêter la violence. Et effectivement, ça a été un chapitre tellement atroce que je pense que tout le monde était soulagé. Ces hommes, ils parlaient très bien l'anglais en général. Ils se présentaient bien. On voyait bien que c'était un groupe rebelle hyper discipliné et on avait beaucoup d'espoir. Leur regard était très bénévole à leur égard. Pas seulement les diplomates et aussi les ONG. Au début, les organisations des droits de l'homme et aussi après cela, les journalistes. Mais il faut dire qu'avec le passé des années et le temps, et le recul, on a vu que eux aussi, ils avaient beaucoup de sang sur les mains. Ils ont commis des massacres eux-mêmes, des exactions, des atrocités dans les années qui ont suivi dans les forêts du Congo, à la rencontre des déplacés Hutus qui s'étaient enfuis du pays. Mais aussi, on a compris qu'il y a eu beaucoup de massacres et atrocités commis avant le génocide. Ce que moi, à l'époque, comme journaliste, j'étais pas du tout au courant. Est-ce que vous pouvez me resituer le FPR? Vous dites que c'est un groupe rebelle. C'est de là, justement, quand on regarde un petit peu l'histoire de Kagame, on dirait une histoire à la hollywoodienne. Il est dans un camp de réfugiés en Ouganda. Comment ça se passe, en fait? Comment ça se déroule? Comment il rejoint ce parti et qui est-il? Il s'est enfui. C'était un bébé quand sa mère s'est enfuie du Rwanda parce qu'il y avait une révolution Hutu au Rwanda et la monarchie Tutsi royale et sa famille faisait partie de cette aristocratie. Ils ont été expulsés du pays et il a été enlevé dans un camp de réfugiés en Ouganda avec sa famille, comme beaucoup de Tutsis d'ailleurs. Et à un certain moment, comme jeune homme, il entre dans le mouvement national de résistance de Yoweri Museveni, l'actuel président de Ouganda, qui cherchait des jeunes combattants. Et lui, il a trouvé beaucoup de jeunes hommes qui étaient des Rwandais qui vivaient en Ouganda, qui étaient des personnes marginalisées en Ouganda, qui cherchaient un peu, c'était des gens un peu perdus, et ils sont entrés dans le NRM de Museveni. Et moi, la chose que je trouve toujours très pertinente au niveau de Kagame, il est entré dans le NRM pour travailler dans les renseignements
renseignements de ces groupes rebelles. Et il a eu tout de suite une formation dans les renseignements. Alors, il a toujours été très fort dans les renseignements. Et ce groupe NRM, ils ont pris le pouvoir en 86 à Kampala. Et à ce moment-là, ce qu'on voit, c'est que tous ces jeunes combattants qui étaient des Rwandais qui habitaient en Ouganda, et aussi les Rwandais ougandais qui étaient là depuis des décennies, des générations, ils se sont décidés, ils ont vu que nous on a pris le pouvoir à Kampala, on peut faire la même chose chez nous. Au Rwanda dans le Rwanda voisin. Et ils se sont organisés en secret. Et le chef à l'époque, c'était un jeune soldat, Fred Rwigema, qui était très proche à Museveni. C'était un peu presque comme un fils adoptif. Et lui, il a fondé le FPR en cachette au sein de l'armée ougandaise. Et à un certain moment, ils ont décidé que le moment était arrivé. Cette armée secrète rwandaise a pris des équipements, les camions, les fusils, les armes, et ils ont traversé la frontière. C'était en 90, et c'était le début de la guerre civile contre Juvenal Habyarimana, le président Hutu à l'époque. Pour quelles raisons il déclare justement la guerre à l'ancien président Habyarimana? Bon, lui, il disait que c'était, ces jeunes rebelles disaient que c'était un régime corrompu. En plus, qu'il y avait une petite apartheid à la rwandaise, que pour les Tutsis, ils étaient vraiment traités, ils n'avaient pas le même statut que les Hutus. C'était une minorité qui était vraiment réprimée. Et on disait qu'on n'avait pas le droit de rentrer chez nous. On nous accepte pas. Habyarimana avait donné un discours où il a dit, quand il a dit que le pays est plein comme un verre d'eau, on ne peut pas accepter qui que ce soit. Alors ils se sont dit, ces jeunes rebelles, bon, on nous accepte pas. Alors il n'y a pas moyen normal pour rentrer chez nous. Alors on va le faire de force. Mais il y a toute une discussion parce qu'effectivement, Museveni avait eu des négociations avec Habyarimana pour convaincre le président d'accepter les gens d'une façon plus normale, et peut-être c'était pas vraiment nécessaire d'avoir cette invasion armée. Le 6 avril 1994, il y a la mort de l'ancien président de la République du Rwanda, Habyarimana. Dans votre livre, vous expliquez finalement qu'il y a énormément d'hypothèses, mais il y a une version officielle aussi. Est-ce que vous pouvez m'expliquer à la fois la version officielle et ce que vous en avez tiré au fil de vos recherches et le recul que vous avez eu au fil des années? Oui, alors il faut dire que mon opinion là-dessus a changé comme beaucoup de choses. Alors, au début, j'acceptais un peu la thèse j'avais lu les historiens comme Gérard Prunier, et lui disait que ou c'était les extrémistes Hutus qui faisaient partie du gouvernement de Habyarimana, qui avaient tué leur propre champion parce qu'il avait signé des accords à Arusha avec le FPR, où on partageait les pouvoirs, on partageait les ministères, et qu'ils pensaient que Habyarimana avait trop donné. Et alors ils ont décidé qu'il fallait déclencher une crise pour affronter le FPR. Alors il y avait cette théorie, et après l'autre c'était que c'était le FPR qui avait abattu l'avion parce que il voulait absolument pas qu'un jour il devait se présenter dans les élections prévues par les accords d'Arusha, parce qu'il savait qu'ils étaient les Tutsis qui surtout dominaient ce mouvement allaient perdre dans des élections parce qu'ils n'étaient pas populaires avec la majorité Hutu, et qu'ils ont décidé de aussi déclencher une crise en tuant le président Habyarimana. Alors moi, au début, Gérard Prunier, c'était qui disait c'est probablement les extrémistes Hutus qui ont fait cela.
Et j'acceptais, ça me paraissait un peu quand même un argument un peu bizarre parce qu'ils ont tué un des siens, quoi. Et après, ce que je trouvais, bon, de toute façon, vous avez dit, il y a eu des enquêtes en France, plusieurs, en France, en Belgique, au Rwanda. Les résultats, les conclusions ont été ambigus ou contradictoires. Et moi, je trouvais que quand je faisais mes recherches pour mon livre, j'ai interviewé beaucoup d'anciens membres du FPR, l'ancien chef des forces armées. J'ai beaucoup, le protagoniste de mon livre, c'est l'ancien chef des renseignements à l'extérieur, qui est mort, abattu par Kagame, et d'autres personnes, et l'ancien secrétaire général du FPR, Théogène Rudasingwa. Et ils me disaient tous la même chose, c'est-à-dire que c'est évident que c'est nous qui l'avons fait. On voulait mettre fin à la guerre civile en éliminant le chef. Et c'est ce qui se passe dans la guerre, non? Si on pouvait maintenant assassiner, par exemple, si Zelensky pouvait faire tuer Putin, ou Putin faisait assassiner Zelensky, ça serait la fin de la guerre en Ukraine. Alors, à la fin, je me suis dit, mais quand même, ces hommes-là, ils font un type de confession. Et pourquoi je vais continuer à leur dire, ah non, moi je sais mieux que vous. Alors moi j'ai tendance maintenant à penser qu'ils ont bien raison et c'était la FPR qui a abattu l'avion. Suite à cet événement, que se passe-t-il? Que tout de suite après, il y a eu le génocide, on a eu 3 mois, 100 jours de massacre avec la minorité Tutsi particulièrement ciblée, mais aussi il y avait des Hutus qui jouaient un rôle dans la politique, qui étaient considérés comme des réformistes, où ils étaient mariés avec des Tutsis, où ils hébergeaient et protégeaient des Tutsis. Alors eux aussi se sont fait massacrer par surtout l'Interahamwe, la milice extrémiste Hutu, et aussi par l'armée rwandaise de Habyarimana. Alors il y a eu des tueries partout, des massacres au bord de la rue, et alors c'était un moment très très dur dans l'histoire du Rwanda. Et après, on a vu la fuite parce qu'il y a eu plus de 2 millions de Hutus qui se sont enfuis du pays. On les a encouragés, même forcés à fuir. Les extrémistes Hutus et l'armée l'ont propulsés à l'extérieur et ils se sont trouvés dans les camps au Zaïre, en Tanzanie et ailleurs. Alors, c'était vraiment une époque d'une extrême violence et des changements, des bouleversements incroyables. Et après, en juillet, oui, le FPR, ils ont pris le pouvoir à ce moment-là. Kagame, il a quelle place à ce moment-là? Parce que j'ai cherché un petit peu, on me disait finalement que c'était pas lui qui était la tête de proue et qui n'était pas le plus charismatique de ce mouvement à l'époque. C'est vrai. Le deuxième jour de l'invasion en 90, Fred Rugema, qui était le chef charismatique, bien aimé par tous ses soldats, aussi très ami avec Yoweri Museveni, le président ougandais, il s'est fait tuer. Et il y a un mystère là-dessus, mais on pense que probablement il a été tué par ses propres adjoints, qui n'étaient pas d'accord avec la manière dont il voulait mener le combat. Alors il est mort d'un coup et le mouvement rebelle se trouvait sans dirigeant, dans une confusion terrible. Et à ce moment-là, il fallait choisir un autre dirigeant. Et il y avait tous des raisons un peu compliquées pour lesquelles ça tombe sur Kagame. Et lui, il a pris la direction de ce mouvement. Mais il faut dire que je pense que c'est un moment très important parce que Kagame était pas très bien aimé par les autres, les généraux. Pour eux, c'était Fred qui était la personne qui les a convaincus d'organiser cette invasion. Et Kagame, c'était le monsieur qui était dans les renseignements, qui était un peu sournois, un peu silencieux. Il était pas du tout populaire. Et quand il a pris le pouvoir la direction de ce groupe, il a dû s'imposer sur le groupe.
Ce qu'on voit, c'est qu'il y a eu plusieurs de ces généraux, les officiers importants, où ils disparaissent ou ils meurent dans des circonstances un peu mystérieuses. Et à moi, on m'a dit que c'est Kagame qui a voulu s'imposer et éliminer les gens qui étaient pas des aficionados qu'il aimait pas trop. Quelles sont les raisons qui ont poussé le mouvement à choisir Kagame? C'est quelqu'un qui avait une éducation, mais surtout, et ça c'est important quand même, hein, pour eux c'était important, parce qu'il y avait des généraux qui étaient même, presque pas allés même à l'école. Mais aussi c'était le fait qu'ils connaissaient bien Museveni, le président ougandais. Et il avait eu une histoire assez longue il avait joué un rôle dans le combat de Museveni pour prendre le pouvoir en Ouganda. Et pour Museveni, ça comptait beaucoup. Et Museveni a beaucoup soutenu l'invasion et le FPR après cette première entrée au Rwanda, avec les armes, avec du traitement médical pour les gens qui ont été blessés pendant les combats, avec la nourriture. Il a laissé passer les soldats du FPR à travers le territoire ougandais. Et alors, le soutien était crucial et on pensait que Kagame, avec sa connaissance et ses relations avec Museveni, pouvait assurer cela. Et quelqu'un d'autre peut-être n'avait pas la même relation avec Museveni. Alors dernièrement, il y a eu une enquête de 40 journalistes qui est sortie donc dans le Forbidden Stories, qui travaille sur les Rwanda Classified, donc une enquête qui a fait beaucoup parler d'elle et qui rejoint un petit peu, vous en faites partie, il me semble. Ils m'ont interviewé et j'étais aussi un consultant. J'ai donné quelques avis, quelques infos, mais c'est pas mon idée, c'est pas mon enquête. Hein. Mais j'étais ravie de le voir parce qu'il me semble que on a eu 30 ans maintenant que Kagame est au pouvoir, effectivement, au Rwanda. Et il y a un type de silence là-dessus, sur ses exactions, sur ce qu'il fait chez lui, mais aussi ce qu'il est en train de faire au Congo de l'Est. Et il était temps qu'on fait des enquêtes un peu plus approfondies. Comment vous expliquez ce silence-là par rapport justement à ce qui se passe au Rwanda ou au Congo, je dirais? Bon, je pense au début, on avait une bonne impression. Comme je viens de le dire, moi j'avais cette impression et c'est seulement quand j'ai vu un peu avec les années qui passaient, j'ai vu pas seulement les massacres dans les forêts du Congo, les massacres de réfugiés Hutus qui ont été très bien documentés, mais aussi Kagame a commencé à envoyer des escadrons de morts ici et là, pour chasser et après pour éliminer ses ennemis ce sont ses anciens proches, ses anciens collègues qui ont osé critiquer la manière dont il est en train de diriger et gérer le pays. Alors, je pense qu'on commence à se rendre compte que ce monsieur, c'est pas exactement un démocrate et que c'est un des hommes forts plus effrayants de l'Afrique. Au début, il y avait une sensation de culpabilité à l'égard de la communauté internationale parce qu'on était très conscient que pendant le génocide, on n'avait rien fait. Il y avait une force Nations Unies en place à Kigali et on a commencé à retirer les troupes au moment où les massacres étaient en train d'avoir lieu. Alors les gouvernements aux États-Unis, en France, en Angleterre, on se sentait coupable. Alors on voulait pas trop critiquer Kagame et toute sa gestion. Je pense maintenant, plus récemment, ça a changé et c'est une question d'intérêt. Parce qu'il y a beaucoup de pays occidentaux qui ont des intérêts qui sont protégés par Kagame. Alors, par exemple, les Français, ils sont très reconnaissants à l'égard de Kagame parce qu'il a envoyé des soldats rwandais à Mozambique où il y a une installation de Total menacée par les rebelles là-bas. Chez moi, au Royaume-Uni, il y a eu tout un projet pour envoyer les demandeurs d'asile qu'on veut plus chez nous, au Rwanda. C'est une idée complètement bizarre, mais les autres pays africains n'étaient pas d'accord pour accepter les réfugiés qui viennent des Royaumes-Unis, mais Rwanda a accepté.
Alors, il y a un type de partenariat actuel entre mon gouvernement et Kigali. Et alors, les Anglais veulent absolument pas critiquer Kagame à cause de ça. Et avec les Américains qui ont été beaucoup plus ouverts et ils sont beaucoup plus critiques à l'égard de Kagame, quand même, ils comptent sur le Rwanda parce que on le voit comme le policier. Kagame, c'est le policier de l'Afrique. Et on pense dans l'avenir, on aurait besoin peut-être des soldats rwandais au Sahel parce qu'il y a des problèmes dans tous ces pays-là au niveau du djihadisme naissant. Donc vous dites que le pouvoir de Kagame a des capacités militaires à faire des opérations, que ce soit pour des entités occidentales en Afrique. Est-ce qu'on peut le comparer à une espèce de Wagner d'Afrique ou c'est un peu exagéré? Oui, c'est une comparaison logique. Effectivement, on veut pas voir Wagner être déployé au Sahel par un gouvernement au Burkina Faso, au Niger, et les Américains, ils préfèrent que le Rwanda envoie un jour ses propres soldats là-bas. Alors c'est en concurrence, il y a une concurrence entre l'influence russe et l'influence américaine. Et les Américains, pour eux, l'allié important, c'est le Rwanda. Pour revenir à cette enquête qui a été publiée, elle a aussi essuyé des critiques dans le monde occidental, notamment par des journalistes. Il y a une espèce de, comment dire, voilà, une tribune sur Le Point qui est apparue avec différents signataires, etc. Il y a quelques commentaires que j'aimerais revenir là-dessus, notamment vous concernant. Il y a une critique qui dit que vous reprenez un argument qui dit que le FPR aurait refusé l'intervention de l'ONU fin avril 1994. Et je trouvais ça vraiment bizarre parce que c'est bien connu comme moment dans l'histoire du Rwanda et il y a des preuves là-dessus. Alors je trouvais intéressant mais bizarre qu'ils se sont penchés sur ce petit détail. Il y a une lettre écrite par les dirigeants du FPR à un certain moment quand les Nations Unies étaient en train de discuter de renvoyer une force d'intervention à Kigali pour empêcher les tueries, que ces dirigeants, ils ont dit on n'a pas besoin des Nations Unies parce que tous ceux qui devaient mourir sont déjà morts. Ça sert à rien. Et effectivement, c'était le FPR qui voulait empêcher une force des Nations Unies pour de se mettre en place à cette époque parce qu'ils voulaient prendre le pouvoir, pas avoir des problèmes, des complications avec une force des Nations Unies. Et malgré cela, les Nations Unies, ils ont envoyé des renforts. Mais surtout, j'ai trouvé ça très bizarre comme critique parce que c'est un paragraphe dans mon livre. C'est pas du tout je m'intéresse pas. C'est quelque chose qui est très bien connu. Et j'ai pas compris pourquoi on a décidé de cibler cela. Le sujet de mon livre, c'est la répression transnationale depuis les dernières 15 ans, 20 ans commis par Kagame, parce que je trouve que en général les gens comprennent pas que Kagame, s'il y a un journaliste ou un dissident rwandais ou un ancien officier, un général qui ose critiquer sa gestion, il est tout à fait prêt à envoyer des agents à l'extérieur pour éliminer ces gens. Et on a vu plein d'assassinats de Sendashonga, l'ancien ministre à l'Intérieur rwandais, Patrick Karegeya, l'ancien chef des renseignements à l'extérieur, qui s'est fait étrangler dans une chambre d'hôtel en Sud-Afrique. On a essayé aussi de tuer le général Kayumba Nyamwasa, l'ancien chef des forces armées, qui tient maintenant, il a une balle toujours dans son dos, parce qu'il a échappé à cette tentative. On a essayé aussi d'empoisonner Théogène Rudasingwa, l'ancien chef, l'ancien secrétaire général du FPR. Et moi, je trouve qu'on parle jamais de cela, sauf Sendashonga, c'était tous des Tutsis. Ils faisaient partie de cette minorité
qui a formé le FPR. C'était des bons amis à Kagame, et je trouve que c'est bizarre qu'on n'en parle jamais, parce qu'on présente toujours la situation au Rwanda comme une majorité Hutu contre une petite minorité Tutsi qui est toujours assiégée, qui risque toujours qu'on essaye de terminer, compléter, achever le génocide. Mais pour moi, c'est pas ce qui s'est en train de se passer au Rwanda. Ce qu'on voit, c'est un tyran, un dictateur qui s'impose. Et il y a beaucoup parmi son propre minorité Tutsi qui sont pas d'accord avec sa gestion et comment il mène sa présidence. Les différentes visions que cette tribune propose, elle dit que voilà, il y a des points irréductibles. C'est le FPR qui met fin au génocide parce qu'il a fait rentrer au Rwanda des centaines de milliers de Hutus que les génocidaires avaient entraînés au Congo et précipités dans la famine et la choléra notamment. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce postulat-là? Oui, mais le problème c'est que avant d'arriver au moment du génocide, le FPR avait commis beaucoup d'exactions et on sait ça maintenant parce qu'il y a eu des témoignages et alors on sait le mouvement avait déjà le sang sur les mains. Après cela, il y a la question de qui a fait descendre l'avion, parce que c'est ça qui a déclenché le génocide. Et après cela, pendant que le génocide avait lieu, il y avait aussi des massacres commis par le FPR eux-mêmes, des atrocités. Et après, quand ils ont pris le pouvoir, les forces de Kagame sont entrées au Congo. Ils ont commis 617 massacres, atrocités dans les forêts du Congo contre les Hutus réfugiés qui s'étaient cachés là-bas. Présenter ça comme le FPR a mis fin au génocide, c'est très banal, c'est beaucoup trop simple. C'est une histoire où il y a un mouvement qui, oui, il y a sans aucun doute, il y a eu un génocide, mais aussi il y a un mouvement rebelle le mouvement aussi a des sangs sur les mains, et il faudrait qu'on admette ça, parce que au Rwanda de nos jours, on peut toujours parler du génocide et la culpabilité des Hutus, mais on ne parle jamais du fait que les FPR, eux aussi, ils devraient admettre qu'ils ont commis des crimes. Parce que finalement, il y a certains qui disent oui, quand 2 millions de populations Hutus fuient le Rwanda, notamment pas mal de génocidaires Hutus se cachent dans l'est du Congo et qui finalement le FPR ou Kagame devait finir le travail pour pas qu'ils reviennent. Non, et c'est le cas. Il y avait des génocidaires là-dedans, il y avait les anciens milices de Interahamwe et aussi les anciens soldats de Habyarimana. Mais il y avait aussi, moi j'ai visité ces camps plusieurs fois. Il y avait beaucoup de femmes, il y avait beaucoup d'enfants, il y avait beaucoup de vieux. Ils étaient tous mélangés ensemble. Les forces de Kagame, pour eux, c'était tous des coupables. Ils étaient tous des génocidaires. Ils les ont massacrés. Sans faire de distinction. Oui, sans distinction, c'est ça. Vous dites aussi que Paul Kagame est obsédé par son image à l'étranger. C'est un gouvernement qui dépense beaucoup sur les boîtes de relations publiques. Hein. Ils ont toujours des contrats. Okay. Chez moi, au Royaume-Uni, aussi avec des boîtes aux États-Unis. Je pense que c'est un narcissiste. Il aime bien qu'on parle de lui. Il aime bien être visité, secouer la main au président. Il aime bien se trouver sur un tapis rouge. Il adore être invité à Davos. Mais aussi, il y a un côté logique, c'est-à-dire que c'est un pays tout petit, très pauvre, le Rwanda. Ils ont besoin de soutien financier qu'ils reçoivent chaque année des donateurs de fonds en Occident. Et il comprend très bien que c'est basé sur une certaine image. Et l'image, c'est que lui représente une communauté assiégée qui a été victime d'un des pires génocides du XXe siècle. Et à cause de cela, on lui doit beaucoup. Alors c'est un type d'image basée sur un sens de culpabilité. Et dès qu'on ose lui critiquer,
ou dire dire que peut-être il aurait pas dû faire quelque chose. Il dit, mais comment vous osez me critiquer, vous, que pendant qu'il y avait les massacres en 94, vous n'avez rien fait. Alors, la réputation, l'image, c'est très important pour lui, parce que vraiment, les finances du Rwanda sont basées là-dessus, malgré le fait que, oui, ils reçoivent aussi, ils profitent les minéraux du Congo en même temps, mais quand même, il a besoin de ce soutien financier qui vient de l'Occident. J'avais là un article qui expliquait que le pouvoir de Kagame et notamment l'Union européenne ont des accords sur la facilitation des transports des ressources de l'Est du Congo et qui transitent finalement par le Rwanda. Le fait de finalement défendre un peu son image à l'étranger, et quand à l'étranger, moi j'imagine auprès des puissances occidentales, la seule chose qui peut changer un peu la situation, c'est l'idée politique occidentale finalement, et que ça n'arrange personne, quoi. Il remplit certains intérêts, que ce soit des entreprises, des multinationales ou des États. Donc finalement, j'ai l'impression que les tensions qu'il peut y avoir dans l'est du Congo ne seront pas du tout à l'ordre du jour Oui. dans toutes les parties. Oui, effectivement, je suis d'accord, mais le problème c'est on peut pas continuer comme ça. On a actuellement 2 millions de déplacés au Congo de l'Est. Dans tout le pays, il y a 7 millions, mais il y a 2 millions dans le Congo de l'Est. C'est grâce au mouvement 23. Et on sait que ce mouvement rebelle est soutenu, équipé, armé par le Rwanda et par Kagame. Actuellement, on vient de publier un rapport des Nations Unies qui dit qu'il y a 4000 soldats rwandais présents dans le Kivu, dans le Congo de l'Est. Il y a plus de soldats rwandais au Congo de l'Est que il y a de rebelles qui appartiennent au mouvement 23. Alors, ce qu'on voit, c'est vraiment une intervention très importante du Rwanda. Et l'effet déstabilise toute la région. Parce que ce qu'on voit, qu'il n'y a jamais la paix dans le Congo de l'Est. Et il faut pas qu'on oublie les Congolais on comprend qu'ils ont marre de cette situation. Il y a un gouvernement très fâché, mais aussi la population se sent vraiment assiégée. Et ils en ont marre du fait qu'au niveau international, on en parle presque jamais. Alors, si on veut avoir le pays plus important dans l'Afrique centrale, c'est dans l'avenir va probablement être le Congo. Ça va pas être le Rwanda parce qu'on voit les ressources énormes que ce pays tient. Alors, il faut quand même qu'on prenne au sérieux leurs inquiétudes et leurs besoins. Quelles sont les raisons invoquées par le régime Kagame en ce qui concerne le déploiement des soldats rwandais sur un sol tiers? Parce que finalement, on pourrait appeler ça de l'ingérence dans un pays étranger. Bon, en principe, il dit qu'il n'y a aucun soldat au Congo. Mais en même temps, il dit que il est très important que les Tutsis congolais qui habitent dans cette région sont protégés parce qu'il pourrait y avoir un autre génocide là-bas. Alors, il a un discours contradictoire. Et ce qu'on voit, c'est on sait très très bien qu'il y a des soldats rwandais là-bas et qu'on soutient le mouvement, que Kigali soutient le mouvement 23, mais en public, il l'admet jamais. Alors c'est un discours complètement hypocrite. Et le M23, pour resituer, pour les gens qui ne savent pas, comment peut-on définir de façon tout à fait objective ces structures-là? C'est une partie rebelle, un groupe rebelle. Il y a eu toute une histoire de groupes rebelles qui c'était des Tutsis congolais qui avaient un certain loyauté envers le gouvernement et le pays du Congo, mais en même temps que c'était aussi des gens qui se sentaient marginalisés, réprimés souvent au Congo. Et alors, il y avait aussi une certaine loyauté à Kigali, au FPR et au Rwanda.
Mais la situation actuelle, c'est le M23 dit ils sont là pour protéger les Tutsis congolais parce qu'il y a toujours des anciens génocidaires qui font partie du FDLR, un autre groupe rebelle. Et c'est sûr que cette communauté-là est en danger, la communauté des Tutsis congolais. Ils ont eu des exactions, des très mauvais moments, des manifs contre cette communauté, des tueries. Mais le problème, c'est que pour moi, c'est évident que il y a des exactions contre cette communauté parce qu'effectivement, les Congolais, ils se sont tellement menacés par l'armée du Rwanda qu'ils regardent cette communauté et se disent c'est possible, ils sont en train de travailler, être en alliance avec Kigali. Alors il y a toujours un soupçon maintenant à leur égard et c'est ça qui rend la vie difficile pour ces personnes. Si Kigali arrêtait de soutenir le M23, je pense que la vie deviendrait beaucoup plus sûre pour cette communauté dans le Kivu. Pour la tribune dont je vous en ai parlé tout à l'heure, qui a été publiée sur Le Point, ils disent finalement que, notamment cette enquête fait une focale sur le M23, sachant comme vous dites qu'il y a plusieurs groupes armés et que, je vais reprendre leurs mots, ils disent voilà, le pouvoir rwandais doit affronter la menace directe des anciens génocidaires de 1994 qui sont encore très actifs à l'est du Congo, fidèles à leur haine entreprise de haine raciale, rejoints par des milices de RDC et même par des autorités de Kinshasa. Qu'est-ce que vous dites ça? Est-ce que le M23 c'est vraiment un acteur de déstabilisation principal? Oui. Il n'y a pas de sans doute. aucun doute. Okay. Le FDLR existe, c'est sûr. Ils travaillent ensemble avec l'armée congolaise. Il y a eu beaucoup de gouvernements occidentaux qui ont mis pression sur Tshisekedi, Félix Tshisekedi, d'arrêter cet partenariat. Il faudrait qu'il le fasse. Mais en même temps, moi, j'ai parlé avec des analystes, des experts, et à un certain moment, je les ai posé la question, Kagame, il est toujours en train de parler du FDLR, c'est combien de soldats, combien de rebelles, combien de combattants? Ils m'ont dit plus ou moins sur les 600. Alors, vous avez le mouvement 23, 3000 combattants, vous avez 4000 soldats rwandais. Derrière eux, il y a une des armées plus impressionnantes, disciplinées et bien armées en Afrique. Et apparemment, quand même, ils disent qu'ils peuvent pas. 600 hommes anciens génocidaires, c'est un problème pour eux. Je pense que il y a un manque de cohérence et c'est pas du tout authentique comme argument. Hein. C'est une excuse. Dans différents conflits géopolitiques dans le monde, on peut remarquer l'implication, ça dépend de comment on se situe, certains appellent direct, non direct, de différentes puissances étrangères. Je peux vous prendre le conflit en Ukraine, par exemple. Les puissances occidentales, notamment, aident l'Ukraine par l'envoi des armes, par un soutien financier, etc. Est-ce que dans cette situation dans l'est du Congo, il y a des puissances étrangères qui soutiennent notamment le M23 ou le régime Kagame par différents dons ou autres choses? Non, effectivement. La dernière fois qu'on a eu un problème avec le mouvement 23, c'était il y a 12 ans. En 2012, et ils avaient pris, cette groupe avait pris Goma, le capitale du Nord Kivu, et ce qu'on a vu à ce moment-là, c'était les donateurs de fonds, surtout les Américains, mais aussi des autres pays, Royaume-Uni, les Européens, la Banque mondiale. Ils ont coupé tout soutien financier au Rwanda. Et du jour au lendemain, la situation a changé. Et on a vu que les rebelles M23, ils sont partis du Kivu, ils sont entrés dans les camps de réfugiés. Alors, moi, je pense que c'est très évident qu'est-ce qu'il faut faire, parce que ce qu'on voit, c'est que il y a les Français, les Belges, l'Union européenne, les Américains qui dénoncent toujours le rôle que le Rwanda est en train de jouer en soutenant le M23, sa présence au Congo de l'Est, mais on coupe jamais les fonds.
il y a toujours ce soutien financier, militaire, au niveau de développement. L'Union européenne est sur le point d'accorder encore un soutien important pour le Rwanda, l'armée du Rwanda au Mozambique. C'est la même armée qui est en train de prendre des positions et saisir le territoire au Kivu. Alors, je pense, si on veut vraiment installer la paix dans les Kivu, c'est très simple. Et c'est seulement que les Occidentaux, ils sont hypocrites à cet égard. Ils veulent dénoncer en public, mais après, il n'y a jamais vraiment du solide derrière. Comment vous voyez l'issue? Est-ce qu'il y a une issue qui est possible à court terme? Et comme vous dites, est-ce que ça doit passer par que ce soit un processus de sanction de la part de la communauté internationale réelle, c'est-à-dire? Moi, je pense, oui, il faut avoir des mesures concrètes, des sanctions, surtout au niveau de l'aide militaire. C'est ça l'essentiel. Et sans ça, je pense qu'on va pas voir du progrès sur le terrain. Moi, je crains vraiment que si on continue à tolérer ce qui se passe au Congo, à un certain moment, Kagame, qui évidemment, ils se sont déjà chez lui au Congo de l'Est, il va essayer d'annexer toute cette zone d'une façon permanente. Vous pensez? Oui, c'est ce qu'on est en risque, parce qu'il a déjà donné plusieurs discours où il a parlé du fait que dans les bons vieux temps, Rwanda avait des frontières beaucoup plus grandes avant que le colonialisme a dépeint et a défini tous les frontières. Et il a donné des discours. Et beaucoup de monde ils ont écouté ces discours et on s'est dit pourquoi est-ce qu'il lance ce débat à ce moment? C'est bizarre quand même, au moment où on se pose la question s'il a des intentions permanentes pour ce terrain au Kivu. Est-ce que vous pensez qu'il est possible que la RDC entre officiellement en guerre contre le Rwanda, parce qu'on voit quelques sorties belliqueuses du président congolais actuel? Est-ce que c'est possible ou ça reste un petit peu de la diplomatie, on va dire, ou de la politique Moi, je pense que la situation est en train de s'aggraver avec chaque semaine, avec chaque mois. Et oui, si on lit et on écoute les déclarations de Tshisekedi et Kagame l'un contre l'autre, ça devient vraiment très grave et ça très inquiétant. Alors, je pense que le monde doit prendre au sérieux les déclarations de ces deux dirigeants. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter, quelque chose qu'on n'aurait pas dit? Peut-être on pourrait parler un peu du négationnisme comme accusation. Oui. Alors moi, j'étais impressionnée parce que quand j'ai lu la tribune de ces 32 intellectuels français, j'étais vraiment étonnée parce qu'ils parlent du négationnisme, de cette enquête, de la tradition de négationnisme, soi-disant, à la rencontre du Rwanda par les gens qui critiquent le régime actuel. Et ils m'ont accusé à moi aussi et deux autres écrivains d'être négationnistes. Et je trouve ça étonnant parce que moi, je suis parmi les journalistes qui ont couvert, j'ai fait des reportages sur le génocide. Pour moi, il n'y a aucun doute qu'il y a eu un génocide. Il y a juste la question, c'est que FPR, eux aussi, ils ont commis des crimes et des atrocités. Mais en plus, je trouve que c'est vraiment maintenant, c'est établi que dès qu'on ose critiquer Paul Kagame, dès qu'on ose dire que c'est un monsieur qui envoie les escadrons de mort pour éliminer ses ennemis, ou que c'est quelqu'un qui est en train de truquer ses élections, on le voit très clair. C'est quelqu'un qui tolère pas le débat chez lui, qui met en prison les journalistes, qui met en prison les chefs de l'opposition, tout cela. Dès qu'on dit ça,
on se fait accuser de négationnisme. Et négationnisme, ça veut dire nier le génocide. Et moi, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui nie le génocide au Rwanda. Alors, pourquoi il accuse ça? Bon, il le fait parce que au Rwanda, c'est contre la loi être un négationniste. Alors, ça veut dire que si quelqu'un comme moi, je vais au Rwanda, je pourrais me faire arrêter parce que je suis soi-disant négationniste. Et en plus, il sait que c'est comme accusation, ça dégoûte les gens, non? Alors, si quelqu'un ici à Bruxelles ou à Paris, ils font Google search, pour moi, mon nom, ils voient, c'est une négationniste. Ils pensent à l'Holocauste, au Shoah, aux gens qui ont nié l'Holocauste en Europe, qui sont antisémites, et ils pensent, elle doit être comme ça. Alors c'est vraiment c'est fait d'une manière systématique contre moi, contre tous les journalistes qui travaillent sur le Rwanda, contre les universitaires, les professeurs, les analystes, les diplomates, les gouvernements en Occident qui osent critiquer Kagame. On les accuse de négationnisme parce que c'est un moyen de smearing, hein. On essaye de leur présenter d'une façon dégoûtante, et comme ça ils vont tous ces gens-là, ils vont être rejetés par la société générale. Est-ce qu'on peut parler d'une guerre idéologique? Je comprendrais l'intérêt, par exemple, du régime Kagame d'émettre des accusations pour essayer d'annuler une parole, une vision, etc. Et là, il s'agit de journalistes ou de chercheurs occidentaux. Quel est l'intérêt de tout ça? Bon, je trouve extraordinaire, mais je pense que le problème, c'est le débat sur le Rwanda, c'est un peu comme le débat sur l'Israël et le Palestine. Et les gens, ils prennent position d'un côté ou l'autre. Et c'est très, très polarisé. Alors, dès qu'on a décidé que oui, Kagame, c'est le Charles de Gaulle, le Napoléon de l'Afrique, on veut pas entendre de critiques, et surtout, on lit toujours la propagande des gens qui travaillent pour lui. Et à la fin, on commence à répéter aussi, oui, les critiques, ce sont tous des négationnistes. Moi, je trouve ça extraordinaire, mais j'ai vu que ça a eu lieu pendant les dernières 30 ans. Et ce que je trouve particulièrement grotesque, c'est que on accuse de négationnisme des gens qui sont Tutsis, qui ont perdu leur famille pendant le génocide, mais qui osent critiquer la gestion de Paul Kagame. Et on les accuse d'être négationnistes, mais c'est grotesque. Mais on le fait tout le temps. Parce que dans ces tribunes, justement, je viens de la retrouver, dit en 2021, en parlant de vous, dans un pamphlet anti-Kagame, elle assimile le FPR à une force d'occupation étrangère et rejette toute comparaison entre la Shoah et le génocide des Tutsis. Mais je sais pas d'où ça vient. Je sais vraiment pas. C'est pas un pamphlet, c'est un livre. Non, à un certain moment, je parle du fait que il y a des différences très profondes et importantes entre l'expérience des Juifs en Europe, surtout en Allemagne, et ceux des Tutsis au Rwanda. Mais c'est évident, c'est deux histoires différentes. Il y a des parallèles, il y a des échos. Mais encore une fois, c'est une petite présentation tronquée. Oui, tronquée, distorted, non? Ouais. Parce que c'est quelque chose qui me frappe, comme vous dites, sur le conflit israélo-palestinien. Pareil, j'ai remarqué ce genre de non-nuance, on va dire, de non-nuance. Oui, il n'y a pas de nuance. Et c'est exactement, avec mon livre, je voulais faire voir un côté de cette histoire qu'on connaît pas très bien. Parce qu'il n'y a pas de nuance, c'est toujours noir et blanc. Kagame, c'est le héros qui a mis fin aux violences. Ces gens, ce sont des négationnistes, et c'est pas accepté qu'on peut dire ce monsieur, il est devenu un tyran. Il y a beaucoup parmi sa propre communauté, sa propre minorité Tutsi, qui sont pas du tout d'accord avec ce qu'il est en train de faire, qui osent le critiquer, et il les a fait emprisonner, et ils ont dû se fuir en exil, et il les a tués aussi. Et ça, on veut pas parler de ça. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter après ça? Non. Ça va. Ça va. Ça va. Merci beaucoup, Michaela Wrong. Votre livre Rwanda, Assassins sans frontières est disponible partout. Merci beaucoup pour cet entretien. Merci pour l'interview.